Sur le sol, sur les murs, sur les voitures, et à côté du drapeau national, le pavillon de Luffy est partout dans ce pays. Et c'est pas pour fêter l'anniversaire du manga ou pour rendre hommage à Eiichiro Oda, non, mais pour se rebeller contre le gouvernement. Itu ada gerakan systématique untuk memecah belah kesatuan bangsa. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment le drapeau iconique de One Piece est-il devenu le symbole de la révolte de tout un peuple? Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé aux infos? Comment le mouvement est-il en train de se diffuser aux 4 coins du monde? Et est-ce qu'un jour, on pourrait aussi avoir une révolution One Piece en France? Comme si Eiichiro Oda avait écrit l'un des plus grands foreshadowing de l'histoire, cette situation se passe dans un pays qui ressemble à Grand Line. Un archipel qui forme une ligne plus longue que les États-Unis et l'Europe, l'Indonésie. Elle a longtemps été colonisée par plusieurs puissances européennes. D'abord le Portugal, puis les Pays-Bas pendant plus de 300 ans, jusqu'à ce que le Japon prenne le territoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 17 août 1945, seulement 2 jours après la capitulation du Japon, l'indépendance de l'Indonésie est proclamée par Mohammad Hatta et Sukarno. Bon, les Néerlandais sont pas d'accord et ils veulent recoloniser le pays, mais ils finissent par abandonner en 1949 après 4 ans de guerre. Dans les années 50, l'Indonésie devient une démocratie parlementaire. Mais malheureusement, les gouvernements s'enchaînent et le pouvoir est instable. Donc en 1957, Sukarno, l'un des héros de l'indépendance, en profite pour instaurer une démocratie guidée. Clairement, une petite dictature. Mais le pire est à venir. Le 30 septembre 1965, plusieurs officiers de l'armée tentent un coup d'État. Le général Suharto accuse le parti communiste indonésien d'en être responsable. C'est toujours débattu chez les historiens, et beaucoup considèrent que c'était pas le cas, mais plutôt une instrumentalisation de la part de Suharto à des fins de propagande. Dans tous les cas, il utilise cet événement pour interdire le parti communiste et procéder à une purge. Entre 500 000 et 1 million de personnes sont tuées dans des massacres anticommunistes, en seulement 1 an. Puis ce général prend le pouvoir et instaure un véritable régime autoritaire. La corruption est partout, le régime militaire a tous les pouvoirs et l'opposition est muselée. Tout ça pendant plus de 30 ans. Alors certes, le pays se développe économiquement, mais le peuple n'est pas libre et les droits de l'homme sont bafoués. Heureusement, ça peut paraître paradoxal, mais une crise économique vient mettre fin à tout ça. La crise asiatique de la fin des années 90. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo qui explique pourquoi non, les Coréens ne sont pas les rois de l'e-sport. Et à la suite de cette crise, le dictateur Suharto démissionne. Depuis plus de 20 ans, l'Indonésie est redevenue un pays démocratique. Nouvelles institutions, existence de plusieurs partis politiques, liberté de la presse et décentralisation du pouvoir pour redonner plus d'autonomie aux différentes provinces. Le pays se développe et c'est le 4e plus peuplé au monde, avec plus de 280 millions d'habitants, devant le Pakistan et derrière les États-Unis. Mais alors, tout va bien? Quand est-ce que ça part en couille et qu'on voit le drapeau de Luffy partout? Je vous présente Prabowo Subianto, le personnage principal de notre histoire. Un ancien haut militaire qui a occupé un rôle majeur dans le paysage politique du pays. Il a d'ailleurs été marié à la fille du dictateur Suharto pendant les 15 dernières années de son régime. En 2014 et en 2019, il se présente 2 fois de suite aux élections présidentielles. Même s'il a perdu à chaque fois, ça lui a permis d'être nommé ministre de la Défense après sa seconde défaite, et de le rester jusqu'en 2024, quand il se présente une 3e fois sous les couleurs de son parti, le Gerindra. Et cette fois c'est la bonne, il est élu. Mais rapidement, le peuple voit une bascule autoritaire. La démocratie est vraiment très fatigante. La démocratie est très désordonnée. La démocratie est très coûteuse. Et nous ne sommes toujours pas satisfaits de notre démocratie.
En février, plusieurs mouvements étudiants protestent contre la hausse du coût de la vie, le taux de chômage élevé et l'augmentation des impôts. Alors qu'en même temps, les députés votent pour augmenter leurs indemnités. En mars, c'est encore pire. Le président Subianto accorde plus de pouvoir à l'armée. Il supprime des règles qui empêchaient de faire partie à la fois du gouvernement et de l'armée. Avant, les militaires devaient démissionner avant de rentrer au gouvernement, pour garantir l'indépendance des deux institutions. Mais maintenant, c'est possible de faire partie à la fois du gouvernement et de l'armée. C'est exactement ce qu'avait fait le dictateur Suharto avant lui. Et c'est ce que font la plupart des dictateurs. Donner plus de pouvoir à l'armée pour l'avoir de son côté et pas du côté du peuple. Des milliers de personnes défilent et des centaines campent devant le Parlement. Et déjà, la police répond par la violence. Alors, c'est là que les manifestants utilisent le drapeau de Luffy. Eh bien non. Pas encore. Ça continue pendant encore plusieurs mois, et la colère du peuple monte de plus en plus. Il dénonce des abus de pouvoir et la violation de droits humains, tandis que le gouvernement répond toujours par la force et lance des campagnes de désinformation sur les citoyens. Mais au bout d'un moment, le président Subianto, il se rend quand même compte que ça peut pas durer. Aucun dirigeant peut se permettre d'avoir son peuple à dos pendant trop longtemps, même un dictateur, parce que ça finit toujours par péter. Et ça va péter! Péter! Vous allez fuir. Vous attendez? Vous allez fuir. Et lui, c'en est pas tout à fait un. Il a pas non plus les pleins pouvoirs comme Kim Jong-un ou Xi Jinping. Donc il décide de calmer le jeu. Et c'est là qu'on parle de One Piece. Prabowo Subianto décide de se placer en père de la nation, au-dessus des partis politiques. Pour ça, il appelle le peuple indonésien à s'unir, pour célébrer ensemble les 80 ans de l'indépendance du pays face au Japon le 17 août. Et donc il demande à chaque citoyen de brandir le drapeau national. Et à votre avis, est-ce que ça a marché? Pas du tout. Les gens sont pas cons et ils ont clairement vu la diversion. On lui a même reproché de faire du performative patriotism, un patriotisme de façade, sans rien derrière. Comme les performative males, qui se font passer pour des féministes parfaits sans vraiment l'être. En réponse, des milliers d'Indonésiens ont brandi le drapeau de Luffy. Partout. Mais vraiment, partout. Dessiné sur le sol, sur le toit des maisons, accroché aux voitures, brandi pendant les manifestations. Et alors, pourquoi le drapeau de One Piece? Avant de se demander ça, il faut savoir ce que signifie le drapeau pirate. Le Jolly Roger, c'est son nom, il a pas toujours existé chez les pirates. Loin de là. L'âge d'or de la piraterie commence dans les années 1650 dans les Caraïbes. Mais jusqu'à la fin du siècle, les corsaires avaient juste des pavillons unis. Le noir pour demander aux autres navires de se rendre, ou le rouge pour dire pas de quartier. Mais apparemment, c'était pas assez vénère pour Emmanuel Wynne. C'était un pirate français, et c'est à lui qu'on attribue le Jolly Roger en 1700. Bon, malheureusement ça lui a pas porté bonheur, parce qu'il est mort la même année. Mais au moins, il est rentré dans l'histoire. A win is a win. A win is a win. I don't care what y'all say. A win is a win. Mais le but était clair, faire peur aux autres navires. Rendez-vous sans résister, vous allez mourir. Alors, rendez-vous tous ou ce sera la guerre. Oui, la guerre. Bon, visiblement, on est assez loin de ce que revendiquent les Indonésiens. Alors, pourquoi utiliser le drapeau pirate? Et pourquoi celui de One Piece plutôt qu'un motif classique? Parce qu'en plus d'intimider les adversaires, le pavillon pirate avait une seconde fonction, le memento mori. Une locution latine qui veut dire, en gros, souviens-toi que tu vas mourir, la vie n'est pas éternelle. Et ce qui en découle, c'est la volonté de vivre libre. D'ailleurs, si vous faites un petit peu plus attention au Jolly Roger d'Emmanuel Wynne, vous verrez qu'en plus du crâne et des tibias, il y a un sablier, qu'on peut interpréter de deux manières. Soit pour faire encore plus peur à ceux qui croisent son équipage, en leur disant que leur temps est vraiment compté, soit pour rappeler que la vie est courte, surtout à l'époque, et qu'il faut la vivre à fond. Et c'est comme ça que, quelques décennies plus tard, on s'est retrouvé avec plein de pavillons. Les équipages utilisaient des motifs différents pour se démarquer et s'identifier, mais aussi pour transmettre un message, mettre en avant leurs valeurs. Et on en revient au drapeau de One Piece. Comme au milieu du XVIIIe siècle, la plupart des pavillons de manga ont pour but d'identifier l'équipage, le capitaine. C'est stylé, ça rend l'univers plus riche, plus réaliste, et ça fait vendre des goodies. Mais celui de Luffy, il veut dire bien plus que ça. Le drapeau de l'équipage au chapeau de paille, il est pas là pour menacer les autres. Au contraire, c'est un symbole de liberté, de vivre la piraterie à sa façon, de vivre ses rêves.
Et c'est comme ça que les Indonésiens l'utilisent. Luffy, il se bat pas pour piller et devenir riche ou écraser les autres. Il se bat contre les tyrans. Il libère les peuples opprimés. Luffy, aide-moi. Il se révolte contre le gouvernement mondial ultra corrompu qui modifie l'histoire du monde pour mieux le contrôler. Le Jolly Roger au chapeau de paille, c'est un symbole de liberté, d'anticorruption, de rébellion contre un gouvernement qui se goinfre sur le dos de ses citoyens, qui est hautement corrompu et qui utilise la violence pour garder le pouvoir. Et vu que la population est assez jeune et qui kiffe One Piece, le symbole est compris par tout le monde et c'est vite répandu. Face à ça, il a fait quoi le gouvernement? Est-ce qu'il a laissé passer? Bien sûr que non. Le ministre des Droits de l'Homme, Natalius Pigai, a déclaré qu'afficher ce drapeau aux côtés du drapeau national, c'était une forme de trahison, et que ce serait désormais illégal. Soufmi Dasko Ahmad, vice-président de la Chambre des représentants, l'équivalent de l'Assemblée nationale, a estimé que ça visait avant tout à diviser la nation. Quasi tous ceux qui partagent le pouvoir ont dit ça, je vais pas vous les citer. La police de Jakarta a bel et bien été chargée de surveiller l'utilisation des drapeaux. Le responsable d'une usine qui en produisait a même été perquisitionné par des policiers en civil. Donc même si ça rapportait pas mal d'argent de produire et vendre le drapeau au chapeau de paille, certains ont arrêté de prendre des commandes, pour pas risquer de problème. Avant de recevoir un avertissement du gouvernement, j'ai cessé de prendre des commandes, car cela pouvait nuire à ma réputation. Je dois faire preuve de prudence. Je veux éviter une descente des forces de l'ordre chez nous. Alors que, pourtant, ils ont le droit. Selon Ousmane Hamid, le directeur exécutif d'Amnesty International Indonésie, si le drapeau n'incite pas à la haine fondée sur la religion, l'ethnie, la race, les relations intergroupes, la nationalité ou encore l'orientation sexuelle, et qu'il n'incite pas à la discrimination ou ne propage pas une guerre, le drapeau ne peut pas être interdit. Les autorités n'ont pas le droit de l'interdire. Si elles le font, elles ne respectent pas l'état de droit. Je vais pas vous faire une longue explication juridique, mais en gros, l'état de droit, c'est la base de toute démocratie. Parce qu'une démocratie, c'est pas juste un pays où le peuple vote pour choisir ses dirigeants, comme on a tendance à le croire. C'est aussi un pays où personne n'est au-dessus de la loi. Un pays où tous les dirigeants, que ce soit les maires, les ministres et même le président de la République, ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ils n'ont pas le droit de prendre une décision si la loi l'interdit. Si demain en France, l'Assemblée nationale vote pour une loi qui discrimine les femmes, les personnes en situation de handicap, les noirs, les juifs ou qui sais-je encore, et que la loi passe, elle sera quand même pas mise en pratique, parce que le Conseil constitutionnel est censé la bloquer. Je dis bien censé. Si on prend un exemple moins extrême et plus proche de l'Indonésie, le maire de Chalon-sur-Saône a essayé par 3 fois d'interdire le drapeau palestinien dans sa ville. Pour lui, c'est le signe de ralliement de bandes islamistes décidées à défier les institutions républicaines. Il a été rejeté 2 fois par le tribunal administratif de Dijon et 1 fois par le Conseil d'État, car c'était pas justifié et que c'était un obstacle à la liberté d'expression. C'est pareil en Indonésie. C'est interdit d'interdire le drapeau de Luffy. Mais le gouvernement s'en bat les couilles. Bon, tout ça c'était début août. Mais il s'est passé quoi après la fête nationale le 17 ? Ça s'est calmé ? C'est au moins 10 fois pire qu'avant. Les manifestations ont jamais été aussi violentes. De nombreux bâtiments ont été incendiés et les citoyens ont essayé d'atteindre le Parlement et le palais présidentiel. Parce que récemment, il a été annoncé que les députés allaient toucher une nouvelle allocation de 50 millions de roupies par mois, en plus de leurs revenus qui étaient déjà à plus de 50 millions. Ils ont quasi doublé. Si vous vous demandez ce que ça représente, le salaire minimum là-bas, il est de 5 millions de roupies. Donc ça veut dire que les députés ont décidé que gagner plus de 10 fois le salaire minimum, c'était pas assez. Fallait passer à 19. En France, les députés touchent environ 4 fois le SMIC, et entre 8 et 9 fois si on compte les avances sur les frais de mandat, pour couvrir les dépenses effectuées pour leur travail. Et ce qui a vraiment fait exploser le pays, c'est la vidéo où on voit un conducteur de taxi-moto se faire écraser par un véhicule de police. Je peux vous dire que la situation est pas prête de s'arrêter là-bas, et que le drapeau de One Piece est plus présent que jamais. Il va sûrement rentrer dans l'histoire, même si depuis, d'autres symboles sont venus s'y ajouter. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le drapeau de Luffy devienne un symbole mondial ? Est-ce qu'on va avoir des révolutions One Piece dans plusieurs pays ?
Et est-ce que le pavillon peut arriver dans les rues de France? Pour être honnête, j'ai dû modifier cette partie de mon script, parce que j'avais dit que le drapeau allait très certainement arriver ailleurs. Mais en fait, c'est déjà le cas. La réalité était plus rapide que mon montage. Selon moi, on peut utiliser le drapeau dans 3 principaux cas de figure. Le plus évident, c'est pour dénoncer la corruption, la violence ou les abus de pouvoir du gouvernement, comme en Indonésie. Je vous disais que les réseaux sociaux pourraient transmettre ce mouvement et créer un effet boule de neige, comme une sorte de nouveau printemps arabe. C'est exactement ce qui s'est passé au Népal. Le 4 septembre, le gouvernement a décidé de bloquer 26 plateformes en ligne, dont Facebook, YouTube, X et LinkedIn. 4 jours plus tard, des milliers de jeunes Népalais ont manifesté pour dénoncer la corruption au sein du gouvernement et le blocage des réseaux sociaux qu'ils considèrent comme une censure. La police a décidé de tirer dans le tas sans distinction et 19 personnes sont mortes. Dès le lendemain, le Premier ministre a rétabli les réseaux sociaux et démissionné. Mais c'était trop tard. Ça n'a pas suffi à calmer la révolte. C'est à des moments comme ça qu'on se dit « Ah, si j'aurais su !» Mais c'est trop tard. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop tard. Le mouvement a continué, et certains manifestants ont même incendié le Parlement et le domicile du Premier ministre. Et tout le long du mouvement, le drapeau de One Piece était présent. Même chose aux Philippines, des rassemblements pour dénoncer la corruption, et toujours un pavillon de Luffy. Cette semaine, le mouvement s'est même importé à Madagascar. Franchement, je prends pas beaucoup de risques si je dis que d'autres pays vont suivre. Mais honnêtement, je l'imagine pas dans des régimes où le dictateur est trop puissant, comme en Chine, en Russie ou en Corée du Nord. Le pouvoir est trop fort. Une utilisation que je trouve encore plus intéressante, c'est celle des luttes pour l'indépendance. Je parle pas des mouvements indépendantistes modérés, comme en Catalogne ou en Corse, mais d'utiliser le Jolly Roger au chapeau de paille pour lutter contre un oppresseur et pour libérer son peuple. Luffy a soutenu des révoltes et foutu une raclée à un paquet de tyrans en se mettant toujours du côté de la population. C'est pour ça que je serais pas surpris de le voir utilisé par les indépendantistes kanaks en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Avant les événements de 2024, je pensais que c'était un territoire d'outre-mer comme les autres. Et c'est sûrement ce que vous pensiez aussi, ou ce que vous croyez toujours. Mais non, il n'est pas pleinement intégré à la France comme la Guadeloupe ou la Guyane. Les Nations Unies le considèrent toujours comme un territoire en voie de décolonisation. Pareil, j'ai vu plusieurs fois sur internet dire que Luffy aurait défendu la Palestine dans notre monde, pour l'occupation de son territoire depuis la création d'Israël par l'ONU en 1948, ou à minima pour les colonies installées depuis 1967 qui sont complètement illégales au regard du droit international. Et dans les pays du Nord comme la France alors? Bah oui, c'est déjà le cas. Énormément de drapeaux ont été aperçus pendant les rassemblements des 10 et 18 septembre. Il a été utilisé comme un symbole contre l'oppression gouvernementale, mais aussi pour défendre les peuples oppressés et toutes les personnes discriminées, y compris les personnes transgenres. Alors, je vois déjà certaines personnes se dire que c'est abusé d'utiliser ce symbole en France, parce que notre situation n'a rien à voir avec l'Indonésie et le Népal. Perso, je comprends les deux points de vue. Mais au-delà du mouvement actuel, je pense que oui, on peut totalement voir le drapeau au chapeau de paille chez nous dans un futur plus ou moins proche. Il faut pas croire qu'on est à l'abri dans nos démocraties libérales. La démocratie est très fragile. Elle ne devrait jamais être prise pour acquise. L'année dernière, le président sud-coréen a voulu imposer la loi martiale, avant d'être destitué. Donald Trump a refusé de reconnaître sa défaite en 2020 et a incité ses partisans à se diriger vers le Capitole pour stopper ce vol. Qui sait ce qui pourrait bien se produire dans un futur proche? Et ça, c'est sans compter tous les atteintes à la démocratie qui sont portés dans tous les pays à tout moment. N'oubliez pas une chose. La justice vaincra-t-elle? Bien sûr que oui! Parce que la justice n'appartient qu'aux vainqueurs!